Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Impact, le rendez-vous du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Un mercredi sur deux, retrouvez un nouvel entretien de 15 minutes avec un ou une chercheuse. Dans ce 7e épisode, c'est Thomas Reverdy, sociologue des organisations et membre de l'équipe de recherche régulation à Pacte, qui va vous présenter sa récente étude sur l'adaptation des entreprises de l'industrie à la crise de la Covid. Thomas Reverdy, bonjour. Bonjour Émilie. Vous avez donc écrit un article sur les perturbations des activités, le développement du télétravail dans un monde où l'activité matérielle et les outils numériques coexistent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le secteur de l'économie sur lequel portent vos recherches ? Alors, on a eu, au moment du début de la crise du Covid, un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent aux organisations ont immédiatement identifié une problématique de recherche autour du télétravail. Et il y a pas mal de collègues qui se sont mobilisés sur ce sujet-là. Et étant moi-même enseignant-chercheur dans une école qui est orientée vers le monde industriel, qui s'appelle Génie industriel, qui est une des écoles de Grenoble INP, je me suis posé la question: qu'en est-il des perturbations liées à la crise du Covid-19 dans le secteur industriel et logistique? Est-ce qu'il y a des spécificités propres à ce secteur? Et en particulier, comment l'injonction au développement du télétravail peut être pris en compte dans ce secteur? Je me suis appuyé tout d'abord sur l'accompagnement de 25 élèves en apprentissage que j'avais en cours de sociologie des organisations au même moment. Donc, en fait, j'aurais demandé de travailler dans le cadre du cours sur l'adaptation de l'organisation dans laquelle ils étaient en apprentissage. Je me suis appuyé aussi sur des stagiaires en formation continue, puisque j'enseignais aussi à des élèves en formation continue. Donc, là encore, plus d'une vingtaine de personnes pour aussi les interroger sur les adaptations de leur organisation. Puis ensuite, j'ai réalisé une dizaine d'entretiens et puis organisé un atelier de 4 dirigeants de 2 heures, donc avec un cabinet de conseil qui s'appelle Mectrax, qui a aussi participé à cette étude. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelles sont les interprétations que font, dans un premier temps, les organisations du secteur industriel ? Alors, effectivement, au cœur de la crise, en particulier le premier confinement, mais en fait, le problème a continué à se poser et se pose encore aujourd'hui, qui est comment les uns et les autres, on interprète la situation, comment on interprète les consignes sanitaires dans des situations très concrètes, sachant que de plus, ces consignes sont évolutives puisqu'elles sont elles-mêmes associées à la situation sanitaire. Et donc, les organisations industrielles, comme toutes les autres organisations, ont été confrontées à ces difficultés-là d'interprétation, de transposition à des situations de travail très concrètes. Par exemple, la question s'est posée, évidemment, quelle est une activité de travail essentielle, la question s'est posée pour ces activités commerciales de distribution, mais évidemment, elles ont été assez rapidement reprises par les salariés dans d'autres situations de travail industriel en disant, mais finalement, est-ce que notre activité est essentielle ou pas? Est-ce que l'on devrait la poursuivre ou est-ce qu'elle devrait être arrêtée? Je pense au secteur du bâtiment, par exemple, qui a été fortement avec des conflits extrêmement forts sur l'interprétation de cette expression. Un autre exemple assez intéressant, ça a été le conflit autour des entrepôts d'Amazon qui ont poursuivi la distribution de produits considérés à ce moment-là comme non essentiels, au risque évidemment de la santé au travail des employés des entrepôts d'Amazon ou des livreurs. Le tribunal de Nanterre avait pris une injonction à Amazon d'arrêter les livraisons de produits non essentiels. Toujours à propos de ces difficultés d'interprétation, on peut aussi ajouter les difficultés d'anticipation et de projection. Beaucoup d'entreprises ont eu des craintes importantes sur leur chiffre d'affaires pour l'année 2020 et donc elles ont adopté une stratégie visant à contenir les coûts de main-d'œuvre et l'ensemble de leurs dépenses. Elles ont, pour certaines d'entre elles, réduit les contrats de prestations externes, ou d'autres ont eu recours massivement au chômage technique, y compris pour des activités qui peuvent être des activités de long terme. Et donc, ainsi, elles ont pu beaucoup réduire leurs charges pour pouvoir faire face ensuite potentiellement à des pertes de chiffre d'affaires, qui n'ont pas eu d'ailleurs toujours eu lieu, puisqu'il y a eu un rebond économique assez net dans l'industrie au cours de la période juin, juillet, août, et puis ensuite la rentrée, évidemment.
Bien sûr, rebond pas dans toutes les activités, hein. Il y a des activités qui ont été durablement impactées, bien sûr, l'aéronautique, mais dans d'autres activités, au contraire, hein, on a vu une augmentation, comme par exemple tout ce qui est fabrication de produits utilisés dans le domaine du numérique. Et finalement, donc, qu'est-ce que nous disent tout ce matériau que vous avez, pu, fouiller et comment finalement est-ce que les perturbations liées à la crise de la Covid, elles se caractérisent dans le monde industriel et logistique? Alors, effectivement, il y a de très nombreuses sources de perturbations. Il y a des sources de perturbations, qui viennent, des exigences sanitaires sur le lieu de travail. Certaines entreprises ont arrêté, leur activité au moment de la décision, du confinement, donc en mars 2020. Et ensuite, il y a des perturbations qui sont liées à des mesures, indirectes, hein, comme, par exemple, le fait que les écoles ont fermé et donc beaucoup d'adultes sont retrouvés, en nécessité de garder leurs enfants. Il y a des perturbations, qui sont venues, de la prévention de la propagation de l'épidémie, comme concernant les cas contacts ou les cas probables. Et puis, bien sûr, il y a des perturbations en chaîne dans le monde industriel, hein, des perturbations qui viennent de l'amont, d'activités qui ont été, arrêtées pour diverses raisons, de transports logistiques qui ont aussi été bloqués, hein, des chauffeurs de camions qui ont été bloqués aux frontières, par exemple, ou, des perturbations liées à l'aval, c'est-à-dire des activités qui ont été, interdites ou arrêtées, je pense à l'activité de restauration, par exemple. Tout ça a perturbé évidemment la demande. Donc, les activités industrielles et logistiques ont été, confrontées à ces sources de perturbations extrêmement nombreuses qui, bien sûr, se propagent. C'est-à-dire qu'elles elles s'exercent pas uniquement à un endroit, mais elles ont souvent des implications sur d'autres acteurs de la chaîne, hein. Donc, il venait à un moment donné extrêmement difficile, bien sûr, pour les personnes qui interviennent dans des chaînes de sous-traitance ou des personnes qui interviennent dans les chaînes de transport, d'arriver à anticiper, comprendre, faire sens de la propagation de ces perturbations. Et justement, le monde, industriel, c'est pas vraiment un monde, qu'on imagine, en télétravail. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quel est le rapport au numérique et comment est-ce qu'il est possible de télétravailler finalement dans le monde industriel? Oui, alors, la première chose qu'il faut effectivement souligner, c'est que, le monde industriel et le monde de la logistique, c'est d'abord un endroit où on transforme, on manipule, on mobilise des objets matériels. Tout n'est pas robotisé, hein, automatisé et donc, il y a effectivement forcément des gens qui travaillent sur place. Ça, c'est absolument indispensable, qui travaillent sur place ou qui travaillent comme les livreurs, par exemple, qui peuvent être amenés à travailler aussi à distance, mais, en suivant les flux matériels. Donc, tous ces travailleurs-là sont souvent, dans les évolutions du monde industriel, un petit peu rendus plus invisibles parce que, finalement, beaucoup de ces activités sont un peu encapsulées dans des systèmes numériques. Quand vous passez vos commandes sur internet, vous manipulez beaucoup, d'outils numériques et finalement, vous ne voyez que par l'intermédiaire du numérique le cheminement, de votre, marchandise et puis à un moment donné, vous avez au final une interaction avec un livreur, mais vous n'avez vu personne de tout ce processus. Dans le monde industriel, je dirais, le développement du numérique, c'est un peu accompagné de la même expérience, en fait, hein. Beaucoup de gens travaillent dans le monde industriel à gérer ces flux à distance, sans forcément être en interaction directe avec ceux qui les portent. Et donc, un des premiers effets de la crise, ça a été de rendre visible à nouveau la situation de ces personnes, de ces activités de travail qui, dans la routine et aussi le niveau, très élevé d'organisation, de formalisation, dans le monde industriel, toutes ces personnes-là, dont l'activité de travail était devenue un peu invisible. Donc, la crise a finalement, révélé, des situations, tout simplement, par exemple, dans les entrepôts, quand vous avez, un nombre de commandes excessives qui arrivent sur un entrepôt, ben, les gens ont du mal à travailler, les uns à côté des autres, à respecter les distances évidemment rendues, nécessaires par les exigences de prévention, une nouvelle distance entre les personnes. Tout ça, c'est des réalités très concrètes, hein, matérielles et en même temps très humaines qui sont sur les sites et qui ne sont pas, visibles, finalement par l'intermédiaire de ces interfaces numériques, qui ne sont pas forcément prévisibles aussi parce que finalement elles n'ont jamais été paramétrées dans ces systèmes et qui finalement se révèlent. Finalement, Thomas Reverdy, si vous deviez nous faire une synthèse de vos observations, quelle serait-elle? Et à votre avis, quel va être le travail du futur dans les entreprises de l'industrie?
Donc, la plupart des entreprises retiennent de ces événements un besoin accru de flexibilité dans leur organisation, dans leurs compétences, un besoin aussi plus important de pilotage à distance des activités. Il y en a certaines qui investissent un petit peu plus dans des outils numériques qui permettent d'avoir une information de meilleure qualité ou plus exploitable sur les flux ou sur les activités. Justement, tous les points où il manquait d'informations sur les activités réelles. Ça, c'est les renseignements évidemment qui sont spécifiques au monde industriel et logistique. Après, et dans l'ensemble du monde du travail, effectivement, aujourd'hui, le débat est ouvert sur le télétravail et son développement. Il est loin d'être terminé parce qu'on est loin d'avoir exploité complètement tous les éléments de cette expérience. Il y a une demande d'une partie des salariés pour augmenter le télétravail, mais en tout cas, les gens sont très attentifs à maintenir quand même un contact et du présentiel une partie de la semaine, par exemple. Donc, il faut essayer d'imaginer des formes d'organisation qui tiennent compte d'une part de télétravail et d'une part de présentiel. C'est loin d'être simple et je crois que beaucoup d'entreprises tentent de progresser, intégrer cette nouvelle demande des salariés et en même temps voir comment ça peut être aussi une opportunité de gagner en performance, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, donc on a compris quelles étaient les sources que vous avez engagées. Il y a quelque chose auquel je pense là, c'est que c'est pas n'importe quelle source, c'est des apprentis qui sont entre les cadres du coup et les ouvriers que vous avez interrogés. C'est pas n'importe quelle catégorie socio-professionnelle. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ça et ensuite nous dire en quoi ça a pu influer les réponses que vous avez reçues? Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a des limites énormes dans cette recherche. En particulier, je n'ai pas eu accès du tout à des personnes, par exemple, qui ont des statuts d'employés ou d'ouvriers. Donc, j'ai essentiellement des gens qui ont des statuts intermédiaires, plutôt techniciens ou cadres. Évidemment, c'est une limite énorme. Et l'expérience vécue côté ouvrier, je ne l'ai simplement obtenue qu'à travers l'expérience des interactions qu'avait avec eux cette population que j'ai pu interroger. La première chose qu'on peut souligner, c'est ce que j'évoquais à propos de visibilité, invisibilité. Finalement, on s'aperçoit que ça s'est accompagné aussi d'une autre expérience. Comme il a fallu départager lors du premier confinement, les salariés qui devaient absolument rester travailler sur place et puis ceux qui pouvaient travailler à distance. Puisque l'injonction au télétravail était extrêmement forte et en plus, les entreprises craignaient que leur responsabilité soit engagée s'ils maintenaient sans justification des salariés sur place sur les sites, eh bien, les entreprises prenaient énormément de précautions et une grande partie du personnel, y compris le personnel de support aux moyens de production, sont retrouvés en télétravail. Par exemple, les apprentis, beaucoup d'apprentis avec lesquels j'ai interagi sont retrouvés en télétravail. Beaucoup de techniciens qui, normalement, travaillent en interaction avec la production se sont retrouvés en télétravail. Et qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit une sorte de ressentiment chez ceux qui devaient continuer à travailler sur place, dans un contexte bien sûr où la maladie était très peu connue, et le sentiment d'être les premiers de corvée ou la chair à canon de la pandémie, d'être confronté au risque de propagation du virus en étant obligé de venir travailler sur place. Et donc, ça a créé effectivement des tensions et du ressentiment entre les personnes qui travaillaient sur place et puis les personnes qui travaillent à distance. Évidemment, ce ressentiment c'est un peu atténué au fur et à mesure, d'abord parce que beaucoup de ces métiers et fonctions support sont revenus travailler sur place assez vite, et puis ensuite parce que les gens qui travaillaient en usine ou en atelier étaient parfois aussi conscients des difficultés rencontrées en télétravail pour ceux qui restaient télétravailler. Donc, effectivement, ensuite, sur une plus longue période, évidemment, il y a eu de plus en plus une demande, une partie des salariés pour revenir travailler sur place pour surmonter éventuellement des problèmes de motivation, de besoin de convivialité, aussi besoin d'apprentissage. Chez les jeunes techniciens, par exemple, ils ont bien vite compris que la distance, c'était aussi perdre des opportunités de socialisation et d'apprentissage. Et donc, ont très vite souhaité pouvoir revenir sur les sites de production. Comment cette crise de la Covid, elle a affecté vos travaux et vos manières de travailler? Moi, j'avais l'habitude de faire de l'analyse des organisations dans le cadre de contrats de recherche ou d'études avec des partenaires, avec une part d'immersion dans les organisations de travail dans le cadre d'une définition partagée des objectifs de la recherche avec le partenaire.
Là, il a fallu être un petit peu plus opportuniste, accepter des méthodes un petit peu moins balisées, avec un petit risque évidemment de validité des résultats produits. Pour l'instant, je suis un petit peu interrogatif, c'est-à-dire que je ne sais pas trop si le résultat de cette recherche sera exploitable dans des revues scientifiques. Par contre, ce que j'ai tenté de faire tout au long de cette période, c'est de rendre visible par un article dans The Conversation ou dans des notes publiées sur LinkedIn, rendre visibles des résultats intermédiaires, certes fragiles, mais qui peuvent être intéressants pour le lectorat. Eh bien, écoutez, Thomas Reverdy, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Émilie. Je rappelle que vous êtes sociologue des organisations et membre de l'équipe de recherche-régulation au laboratoire PACT. Impact saison 2, épisode 7 avec Thomas Reverdy, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou à nous écrire un petit mot sur les réseaux sociaux. À très vite dans Impact, le podcast du laboratoire PACT qui laisse la parole à ses chercheurs et chercheuses.